Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média. Nous sommes le lundi 19 août 2024 et c'est depuis une capitale extrêmement calme que j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors calme en apparence puisque nous venons tout juste de passer la mi-août car il s'en passe des choses dans l'actu en coulisses, vous allez voir. Vous nous regardez comme d'habitude via le canal 350 de la Freebox, le fil 24/7 de notre chaîne YouTube ou via notre site internet lemediatv.fr. Justement, j'en profite pour vous informer que sur tnt.lemediatv.fr, vous êtes près de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez à la signer et à la partager autour de vous. Merci. Et sans plus attendre, on débute tout de suite avec mon édito du jour où je vais vous parler du projet de destitution du président de la République, suivi des deux brèves d'actualité préparées avec la rédaction du Média. Nous aborderons la disparition d'Alain Delon, mais aussi celle de 1500 postes d'internes à l'hôpital public dès la rentrée prochaine. C'est parti. C'est le nouveau sujet de discorde à gauche. Non pas de savoir si oui ou non Emmanuel Macron joue la montre pour ne pas avoir à respecter le résultat des urnes des dernières législatives, qu'il a lui-même déclenché avant les JO, mais de savoir quelle attitude adopter face à ce coup de force présidentiel. Cela fait bientôt 1 mois et demi que les législatives anticipées ont donné une gauche en tête à l'Assemblée nationale sans qu'aucune conséquence démocratique concrète n'ait été appliquée. Au contraire, à l'issue des élections, le président Macron, sans doute très contrarié d'avoir retrouvé sa grenade découpillée, atterrir dans ses propres jambes comme un retour de boomerang, s'est laissé aller dans un déni sans fond duquel il ne semble pas vouloir vraiment en sortir. Bon, il a récemment fini par donner rendez-vous au chef de parti le 23 août prochain pour, je cite, une série d'échanges pour continuer à avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable. Mais on n'a pas voté pour ça, justement, le mois dernier. Bah si. Et même mieux, avant le vote, alors que l'hystérie était collective autour d'une plus que probable victoire de l'extrême droite, Gérald Darmanin affirmait que même en majorité relative, la coalition qui arrivera en tête serait légitime pour gouverner. Vous avez d'ailleurs dit qu'il serait important de respecter la démocratie. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que si le RN arrive en tête des suffrages, il est impensable que le RN ne soit pas celui qui gouverne ? Moi, je ne suis pas le président de la République, mais si le Rassemblement national devait gagner dimanche, ce que je ne souhaite absolument pas. Mais même en cas de majorité relative... Mais attendez, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a gouverné pendant 2 ans avec une majorité relative. Qu'a fait le général de Gaulle en 1958 ? Il a dirigé avec une majorité relative, il a fait des grandes choses pour la France. Qu'a fait Michel Rocard ? Il a gouverné avec une majorité relative. Ça veut dire quoi ? Le RN gagnerait les élections, et parce qu'il leur manquerait quelques députés pour avoir les pleins pouvoirs, il ferait ce qu'on appelle la désertion. Bon, c'est pas raisonnable. Dans ces cas-là, c'est vraiment dire que le RN, c'est des gens foutres. Bon, c'est pas le cas, sans doute, j'imagine. Parce que quand on se présente aux élections des Français, lorsqu'on déplace des millions de Français pour voter pour soi, lorsqu'on a autant de bagou et peut-être même de prétention désormais que M. Bardella, on assume les charges de pouvoir. On n'est pas déserteur, voilà. Donc si jamais le dimanche prochain, le RN devait gagner les élections, évidemment que le contrepartie de j'ai gagné une élection, c'est je gouverne, bien sûr. Sinon, ça n'a aucun sens, ce que nous faisons. Et ils ont finalement changé d'avis. Sûrement que le plan ne s'est pas réalisé comme prévu. Ce n'est pas ni le RN ni la Macronie qui sont arrivés en tête, mais la gauche qu'ils espéraient à terre. Et bien qu'on ait entendu Darmanin appeler son camp à reconnaître la défaite, on ne l'a plus entendu redire ce qu'il avait dit juste avant le scrutin. Non. Car depuis, au lendemain de la cérémonie de clôture des JO, la Macronie tire à boulet rouge sur le nouveau Front populaire et particulièrement sur la France insoumise, les taxant même d'anti-France, comme Maurras en son temps, tout en continuant à faire comme si les élections n'avaient pas eu lieu. Certes, de cette situation très problématique, certains s'en émeuvent régulièrement dans un tweet ou deux, dans un papier dans Mediapart ou dans un édito dans un média indé, mais rien de bien consistant face à un président apparaissant comme un forcené capricieux à l'Élysée, mais aux mains libres, tant la Ve République le lui autorise. C'est peut-être ça la leçon principale de cette énième séquence politique qualifiée d'antidémocratique par l'opposition. Mais changer de république comme de constitution est au moins aussi laborieux que de destituer un président en exercice. Pourtant, c'est bien de cela que la France insoumise menace Emmanuel Macron dans une tribune publiée dimanche soir sur le site internet de La Tribune.
Démettre le président plutôt que nous soumettre. Le titre sonne très Mélenchon et c'est justement lui qui signe le texte ainsi que Mathilde Panot, Manuel Bompard, Nadège Abo-Mangoli, Manon Aubry, Éric Coquerel, Clémence Guettet et Marina Mesure. Ensemble, ils rappellent leurs arguments face à l'entêtement du président et son refus de nommer Lucie Castet à Matignon. Macron avait écrit, souvenez-vous, dans sa lettre aux Français, que personne n'avait gagné ces élections et que donc personne ne pouvait prétendre à gouverner. Les Insoumis rappellent alors dans cette tribune qu'en 2022, le camp présidentiel s'était autorisé à gouverner tandis qu'il était dans la même situation, à savoir sans majorité absolue, mais omet quand même de dire qu'en même temps, Emmanuel Macron avait remporté les présidentielles, ce qui limite le comparatif avec la victoire du NFP en juillet dernier. En somme, les signataires insoumis dénoncent, je cite, un abus de pouvoir notoirement antidémocratique du président français alors comparé au Premier ministre hongrois Viktor Orban, champion de l'illibéralisme pour mieux imposer sa pratique conservatrice et autoritaire du pouvoir. Un avis partagé par d'autres, comme celui du politologue Jean-François Bayard, que j'ai reçu sur ce plateau l'an passé pour 2 entretiens à voir ou à revoir sur notre chaîne YouTube. Hier soir, sitôt la tribune publiée, le premier à réagir a été le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Cette tribune n'est signée que par les dirigeants de LFI, elle n'engage que leur mouvement, la réponse à une nomination d'un Premier ministre qui ne serait pas conforme à la tradition républicaine et la censure. Une prise de distance et un choix stratégique différent, sans attaque particulière contre LFI, qui a néanmoins suffi à la plupart des médias pour parler de fracture au sein du NFP. Ils en oublient que la coalition est une coalition de partis indépendants les uns des autres. Puis, ce fut, vous allez voir, au tour de la chef des écologistes, Marine Tondelier, ce matin sur France Info. Un moment assez savoureux puisque vous avez 2 animateurs TV qui essayent à tout prix de lui faire dire du mal des Insoumis et ça ne prend pas. Écoutez plutôt. On parlait juste avant le fil info de la menace de destitution d'Emmanuel Macron proférée par les Insoumis. Est-ce qu'ils vous savonnent pas la planche juste avant ce rendez-vous avec Emmanuel Macron? C'est pas contre-productif? Ça risque pas de braquer le président, de menacer de le destituer s'il n'accède pas à votre demande? On avait parlé aussi du fait que j'avais l'intention d'être positive pour la rentrée, au moins jusqu'à la fin de l'émission, et je vais m'y tenir, parce que c'est important. Je vais vous dire tout le temps qu'on passe à commenter les gestes des uns et des autres entre nous au sein du nouveau Front Populaire, ce qu'on doit faire ensemble, mais dans des réunions, pas sur des plateaux télé, on ne le passe pas concentré sur les vraies choses. Et ce que vous dites est intéressant, parce que vous dites, est-ce que ça va pas braquer Emmanuel Macron? Mais en fait, on ne fait pas de la politique pour lui faire plaisir. Je rappelle quand même que la source du problème, initialement, c'est lui. C'est lui, c'est son entêtement, c'est le fait qu'il est, comme Éric Ciotti, dans son local des Républicains, là, enfermé tout seul en disant c'est moi qui décide. Non mais d'accord, Marine Tondelier, mais on entend depuis des semaines la majorité dire on ne veut pas d'insoumis au gouvernement, on ne veut pas forcément travailler avec les insoumis à l'Assemblée. Vous savez que lorsqu'ils... Voilà, justement, mais vous savez qu'en faisant ça... Oui. Ce sont vos partenaires. Est-ce qu'on peut travailler comme ça? En plus, manifestement, ça n'a pas été spécialement concerté. Vous avez été prévenu. Nous l'avez annoncé avant. Vous avez prévenu, mais ce n'était pas une initiative concertée. On voit que les socialistes ont réagi de façon très virulente à cette menace de destitution. Certains socialistes disent même qu'il ne faudrait pas aller vendredi à l'Élysée rencontrer Emmanuel Macron avec les Insoumis. C'est des socialistes qui ne sont pas grands fans du nouveau Front Populaire de la première heure et qui, pour le coup, comme vous parlez de savonnage de planche, sûrement essayent de la savonner un peu dans notre sens. Moi, ma position est constante. Nous sommes écologistes, nous avons mis toute notre énergie à faire en sorte que le nouveau Front Populaire existe, puis à faire en sorte qu'il gagne, et nous voulons faire en sorte maintenant qu'il gouverne. Les choses sont simples. On a un seul objectif d'ici le 23 août, et toute notre énergie est concentrée là-dessus. Alors, est-il sérieusement possible, en l'état, de destituer le président Macron ? Pour ce faire, il faudrait réussir à convaincre l'Assemblée nationale et le Sénat, largement dominés par les droites, à se constituer en haute cour. Une chose pas si simple, qui doit passer par une résolution successivement validée par le bureau de l'Assemblée nationale, adoptée en commission des lois et enfin votée par les 2/3 de l'hémicycle. La haute cour doit ensuite statuer, sous un mois maximum et à bulletin secret, sur la destitution. Une procédure qui apparaît alors difficilement réalisable, mais qui est largement justifiée, selon Alma Dufour, députée LFI. On écoute. Tout ce à quoi on pense, c'est... Que pensent les Français de cette situation? C'est-à-dire, à un moment donné, on ne peut pas laisser impunément le président de la République ne pas respecter le résultat des élections législatives. Au passage, élections législatives qui ont récolté une participation absolument record depuis au moins 40 ans, en faisant juste des pétitions pour qu'il nomme gentiment Lucie Castet, qu'on a désigné, tout le nouveau Front Populaire s'est mis d'accord. Donc il fallait
montrer que c'est grave ce qui se passe. Parce qu'il y a comme une espèce d'ambiance, la trêve politique, etc. Oui, ce ne serait pas si grave de ne pas appeler la première force, même si personne n'a la majorité absolue, à gouverner le pays. Si c'est grave et que la procédure de destitution aille ou pas à son terme, il fallait marquer symboliquement qu'Emmanuel Macron est dans une dérive autoritaire absolument terrible. Et je pense que nos partenaires doivent comprendre que les Français et les Françaises, à chaque fois qu'on ne dit rien, qu'on ne fait rien, qu'on laisse passer des atteintes à la démocratie, ils se détournent de plus en plus de notre système démocratique actuel. LFI dénonce donc une attitude manifestement problématique du président Macron, mais aussi la limite des actions symboliques pour y répondre, tout en poursuivant dans le symbole avec cette tribune. Rien de neuf sous le soleil, mais disons-le franchement, oui, Dufour comme Tondelier ont raison quand elles rappellent que s'il y a un problème en ce moment en France, c'est bien d'Emmanuel Macron qu'il s'agit. Un président et son camp qui se permettent toutes les largesses et manipulations à la limite de la légalité, mais toujours dans un flou qui, pourtant, aurait suffi à nos chers médias dominants si cela avait eu lieu dans un pays étranger non ami pour le dénoncer comme autoritaire, voire pire. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue au premier soubresaut médiatique venu. Poursuivons avec l'actualité du jour. Un visage à la fois beau et juvénile, des photos en noir et blanc. L'acteur français de légende, Alain Delon, qui s'est éteint hier à l'âge de 88 ans, est présent sur quasiment toutes les unes de la presse d'aujourd'hui. Alain Delon, 1935-2024, Le Dernier Samouraï, titre Le Parisien, en s'inspirant du titre d'un des films cultes dont il a été le personnage principal, dans le rôle d'un tueur à gages dont l'alibi ne tient plus trop. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Delon, plein sommeil, titre de son côté Libération, jouant aussi du titre d'un de ses films, Plein Soleil, sorti en 1960, où il incarne Tom Ripley, un escroc qui tue le fils d'un milliardaire lors d'une croisière pour usurper son identité et lui voler sa vie. De son côté, le quotidien d'inspiration communiste L'Humanité introduit de la nuance sur le personnage de Delon dès sa une, en titrant à la fois froidement et fortement « La beauté du diable ». En effet, au-delà de ses rôles d'acteur et de son métier de producteur, Alain Delon a été, de plus en plus en vieillissant, un véritable personnage jouant à longueur d'interview le rôle d'Alain Delon, star totalement fasciné par sa propre image. Et il est devenu le réactionnaire de légende français, selon l'expression de L'Humanité, qui a réalisé un montage de ses saillies sexistes, homophobes, pro-FN et pro-peine de mort. Regardez. Est-ce que vous êtes, Alain, mal comporté avec les femmes? Des comportements un peu machistes? Je ne sais pas ce que vous appelez machiste. Une gifle, c'est machiste. Oui, j'ai dû être machiste. Mais j'en ai pris aussi, vous savez, des gifles, même des femmes. Moi, j'ai rien contre les gays qui se mettent ensemble. Mais je veux dire... Si vous disiez que c'était contre nature, c'est quand même une manière de parler. C'est contre nature, moi je suis désolé, c'est contre nature. Le Pen, je le connais depuis 20 ans, c'est un copain, voilà. Bien, il est devenu patron du Front National, secrétaire général. Vous savez, l'amitié, c'est une chose très importante dans ma vie. Moi, je suis pour la peine de mort, je l'ai toujours été. Donc je le dis comme je le pense. Faut-il insister sur ces aspects de la personnalité d'Alain Delon, quitte à relativiser les hommages ou à donner l'impression de ne pas respecter la période de décence post-mortem? En tout cas, l'humoriste Guillaume Meurice s'est pris une volée de bois vert sur Twitter, surtout en provenance des commentateurs de droite, en publiant un post assorti d'une photo le montrant avec Jean-Marie Le Pen et accompagné d'un message où il disait tout simplement « Pensez pour les proches ». Honte éternelle par-ci, accusation de regarder le monde à travers son propre vomi par-là. Après avoir été Charlie et avoir subi les injonctions à l'enthousiasme vis-à-vis des Jeux Olympiques, devrons-nous être Alain Delon friendly, au moins pendant les quelques semaines qui viennent? Et qu'est-ce que ces moments d'unanimité nationale un peu forcés et de plus en plus récurrents disent de l'évolution de notre société? Le débat est ouvert dans les commentaires si vous nous regardez sur YouTube. C'est un nouveau pas de franchi dans la crise de l'hôpital public. À l'approche de la rentrée 2024-2025, les hôpitaux français se préparent à une suppression de 1510 postes d'internes en médecine, ce qui suscite une vive opposition de la part des étudiantes et étudiants et des professionnels de santé qui lancent l'alerte sur les conséquences attendues d'une telle décision.
Les chiffres publiés au journal officiel début juillet dernier confirment une réduction significative du nombre de postes d'internes, passant alors de 9 484 en 2023 à 7 974 pour la promotion dernière 2024-2025. Cette baisse, qui touche particulièrement les hôpitaux universitaires, aura un impact majeur sur le fonctionnement des services hospitaliers, notamment en chirurgie plastique, en ophtalmologie, en médecine générale et en médecine d'urgence, où les réductions varient entre 15 et 50%. La réduction du nombre de postes d'internes est directement liée à la réforme du deuxième cycle des études de santé, introduite en 2023, qui durcit les conditions d'accès à l'internat, avec une note éliminatoire fixée à 14 sur 20 et un oral. Marc Noiset, président du syndicat SAMU Urgence de France, souligne auprès de nos confrères de France Info que cette situation a poussé un tiers des étudiants à ne pas passer l'oral, préférant redoubler pour éviter d'être une promotion crash test. Face à cette situation, le ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, a tenté de minimiser la responsabilité du gouvernement en affirmant que la réduction du nombre de postes reflète simplement le nombre d'étudiants ayant réussi leur examen. Il a critiqué la couverture médiatique et politique de la situation, qualifiant certaines réactions de petites manipulations de la vérité, pour le citer. Cette position a suscité une vive réaction de la part du député de la France Insoumise Damien Maudet, qui a rappelé que le gouvernement avait été alerté dès avril 2024 par un groupe de travail transpartisan de l'Assemblée nationale sur les dangers de cette réforme pour les étudiantes et étudiants ainsi que pour les hôpitaux. Les étudiants en médecine, soutenus par leur syndicat, ont lancé une pétition qui a recueilli à cette heure plus de 16 000 signatures. Elle réclame la réouverture des postes en internat et exprime l'inquiétude quant à l'alourdissement de leur charge de travail et aux risques pour leur santé mentale. Marc Noiset avertit également que pour pallier le manque d'internes, les hôpitaux pourraient être contraints de recruter des médecins étrangers, parfois moins bien formés mais aussi moins coûteux, ce qui pourrait affecter la qualité des soins. Le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, s'était pourtant engagé à augmenter le nombre d'étudiants en médecine formés chaque année, passant de 10 000 à 16 000 d'ici 2027, afin de répondre à la pénurie de médecins. Des négociations sont actuellement en cours entre les représentants des internes et les ministères concernés. Cependant, la situation reste encore tendue et l'avenir des étudiants en médecine en France est incertain, poussant une partie d'entre eux à envisager de terminer leur formation à l'étranger. Merci d'avoir suivi ce flash info de l'été du média. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et le soutien du public, le média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Mais nous avons engagé un recours. Et pour le soutenir, vous êtes déjà près de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et démocratique des fréquences TNT sur le TNT, justement, .lemediatv.fr. Merci beaucoup pour cela. Aussi, on vous le répétera jamais assez, c'est vous qui permettez l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent en soutenant notre antenne. Continuez à le faire en devenant sociétaire de notre coopérative, en vous abonnant sans engagement des 5 € par mois et ou en nous faisant des dons ponctuels. Pour tout cela, rendez-vous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. À bientôt. Bonne journée sur le média.